Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver à nouveau pour continuer notre rétrospective de l'année 2021. Cinquième vidéo déjà, cinquième film, et cette fois on va parler ni plus ni moins que de la Palme d'Or de l'an dernier. Une Palme d'Or qui a eu un retentissement assez fort, puisqu'il s'agit d'abord d'un film français, ce qui n'est peut-être pas unique dans l'histoire de Cannes, même loin de là, mais ça trouve toujours plus d'écho lorsqu'un film reçoit son prix à domicile, pour employer un terme de sport. Et surtout elle a été décernée à un film de genre. Alors j'aime pas beaucoup l'appellation film de genre, dans laquelle on peut regrouper un peu tout et rien. D'ailleurs on voit que le film n'appartient pas à un genre unique, mais qu'il est hybride. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis elle est décernée aussi à une femme, qui est seulement la seconde à recevoir cette distinction, me semble-t-il. En sachant que la première fois, elle avait été, je crois, décernée à 2 films. Et donc aujourd'hui on va parler du second film de Julia Ducournau, Palme d'Or 2021, Titane. Alors d'abord, il y a une chose qui traverse le cinéma de Julia Ducournau. Alors quand je parle de cinéma, je parle en réalité de 2 films, Grave et Titane. D'ailleurs, je vais beaucoup parler de Grave, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Donc il y a une chose qui traverse son cinéma, c'est un saut vers l'inconnu, alors même qu'on est entouré par du familier. Je m'explique. Dans ces 2 films, on est dès le début sur une route, avec des voitures qui passent dans Grave et à l'intérieur d'une voiture dans Titane. Et la route, justement, c'est cet inconnu, c'est cet espace de passage qu'on ne connaît jamais vraiment. Et c'est aussi un lieu de rencontre et de non-rencontre entre des inconnus qui peuvent se voir, mais qui ne communiquent jamais vraiment. Et dans un même temps, la voiture est un objet familier, c'est une sorte de domicile qu'on déplace. Et c'est aussi un espace dans lequel se retrouve la famille, un espace dans lequel on peut s'isoler du reste du monde, de cet inconnu justement. Et les 2 films commencent de la même manière, c'est-à-dire par un accident, qui incarne le drame familial, le fait qu'un objet qui est censé nous protéger devienne un objet dangereux. La différence entre les 2 films étant que dans le premier, Grave, le danger vient de l'extérieur, et dans le second, Titane, il vient de l'intérieur même de la voiture. Et la voiture, c'est d'ailleurs le fil conducteur de Titane. Elle occupe un rôle bien plus important que dans le premier film de Ducournau, car le personnage principal, Alexia, interprété par Agathe Roussel, qu'on retrouve au début du film perturbant son père dans la voiture et provoquant cet accident, se voit suite à ça greffer une plaque en titane dans la tête. D'une certaine manière, le personnage est lié aux voitures, qu'elle embrasse d'ailleurs en sortant de l'hôpital. Et quelques années plus tard, Alexia travaille dans un salon automobile en tant que danseuse érotique. La voiture est vue comme un objet fétiche, et le corps des femmes aussi d'ailleurs. Et tout au long du film, on va retrouver justement cette opposition entre l'homme et la machine, entre le muscle et la mécanique, entre le chaud et le froid. Et le personnage est tellement lié aux voitures qu'on y voit même un désir sexuel. Elle est appelée à un moment par l'une d'entre elles, dans laquelle elle entre nue, se livrant ensuite à un acte sexuel avec la machine, qui est malicieusement imaginé hors du champ de la caméra, ce qui donne à la scène tout son caractère fantastique, qui est renforcé d'ailleurs par la musique, même si on est témoin du plaisir que prennent Alexia et la voiture. On observe que le personnage ne trouve chez les humains aucun plaisir, ni dans la sexualité, que ce soit avec un homme ou une femme d'ailleurs, ni dans la communication, qui est très tendue avec son père, mais aussi avec tous les personnages qu'elle rencontre et qu'elle tue pour une partie d'entre eux. Parce qu'on parle d'un personnage qui est un tueur en série, qui a une pathologie meurtrière en tout cas. Et l'acte sexuel auquel elle se livre au début, avec la voiture, va avoir des répercussions sur toute la durée du film, puisqu'on s'aperçoit aux alentours de la première demi-heure qu'Alexia est enceinte. Et avec cet élément narratif, on va avoir un suspense qui va naître et qui va s'enrichir progressivement, car Alexia se transforme en Adrien au cours du film, et se fait passer pour le fils de Vincent, qui commande une brigade de pompiers, et qui est interprété par Vincent Lindon, à l'aspect lui aussi machinique, par son corps bodybuildé. Et donc on va avoir 2 questions parallèles, celle de se demander qu'est-ce qui va sortir du corps d'Alexia ou d'Adrien, mais aussi si Vincent sait qu'il ne s'agit pas de son fils. Sinon, comment va-t-il le découvrir? Et si oui, pourquoi fait-il semblant? Et de fait, le cinéma de Ducournau est un cinéma de la recherche de la vérité. On court après la vérité, c'est la raison même du suspense. Dans Grave, la vérité arrive comme une explication finale, un dernier climax. Or ici, on comprend que la vérité n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous avons vécu jusque-là. Pour résumer, ce qui compte, ça n'est pas de savoir si Adrien est le fils de Vincent, mais ce qui va advenir des 2 personnages. Ça n'est plus le spectateur qui recherche la vérité, mais les personnages uniquement.
Et on remarque que c'est à peu près le même schéma narratif que pour Grave, mais en plus avancé dans l'histoire, on est plus tard, et on va plus loin. Le suspense est décalé d'une certaine manière. On n'a pas peur de ce qu'elle peut faire comme dans Grave, car on sait déjà de quoi elle est capable dès le début, mais on se demande ce qui va se passer pour les deux personnages, et d'une certaine manière, c'est comme si Ducournau avait prolongé son film précédent avec celui-là. D'ailleurs, le personnage principal de Grave, Justine, est peut-être aussi présent dans Titane, car elle est interprétée par la même comédienne, Garance Marillier, et porte le même prénom d'ailleurs. Et symboliquement, Ducournau va tuer ce personnage, une manière certainement de tourner la page de son film précédent. Et pour revenir à cette notion de suspense, je trouve que dans Titane, on joue davantage dessus que dans Grave, dans lequel on avait plus peur de l'inattendu, de la surprise. Là, on a peur sur la durée, c'est une peur qui se construit sur la longueur, et j'ai envie de dire que c'est plus réussi. Et donc, comme on l'a dit, il s'agit d'un film de genre, mais quel genre? C'est une question qu'on peut se poser. On est dans une sorte de sous-genre de l'horreur, mais une horreur qui passe par le corps, essentiellement, associée à un drame familial. C'est le critique de cinéma américain Richard Brody, qui écrit pour le New Yorker, qui définissait le film comme une variante de l'horreur avec une touche de famille. J'aime bien cette définition. Et il amenait aussi une idée intéressante, qui est que le problème des films de genre, c'est de minimiser les causes au profit des effets. Et j'ajouterais même que les bons films de genre, c'est ceux qui arrivent justement à se détacher de ça. C'est aussi en ça que Titane est meilleur que Grave à mes yeux. On voit que Julia Ducournau a réussi à mieux développer ses idées ici, et que le film réussit à se détacher de son genre. Et au-delà du film de genre, on a un film sur la question même du genre, du sexe pour être plus précis, masculin et féminin, avec une opposition d'abord, une union ensuite, et enfin une manière de dépasser ces questionnements. L'opposition, c'est le début du film, c'est ce salon automobile dans lequel les hommes viennent voir des femmes danser de manière érotique autour de voitures, dans lequel Alexia aussi tue un homme, qui la suit jusqu'à sa voiture et qui lui dit être tombé amoureux d'elle. Il y a aussi cette relation qu'entretient Alexia avec son père, ces regards de rejet qu'ils échangent. C'est quelque chose qu'on retrouvait en partie dans Grave, avec le père de Justine qui avait une relation ambiguë avec sa fille, mais pas aussi violente et évidente que dans Titane, mais quelque chose quand même d'assez étrange pour éveiller la curiosité du spectateur, qui s'explique en partie par la fin du film, que je vais éviter de raconter. Il y a aussi dans Titane une opposition entre le personnage féminin et un univers viril, celui de la caserne des pompiers, représenté par les corps des pompiers, particulièrement celui de Vincent. Dans Grave, encore une fois, on retrouve ça aussi. Je pense à la scène dans laquelle le colocataire de Justine joue au foot, pendant qu'elle l'observe. Il y a une importance du corps à ce moment-là. Et c'est quelque chose qu'on a aussi dans Titane, lorsque les pompiers dansent. Et ce qu'on observe aussi, c'est la mise en scène, qui renforce ces oppositions. La couleur, par exemple, entre vraiment en opposition, particulièrement avec le personnage de Vincent, qui est souvent associé au rose, par la couleur de sa salle de bain, entre autres, mais aussi par les projections de lumière lors de la scène de danse. Et on a une vraie opposition entre le rose qui entoure le personnage, qui est habituellement associé à quelque chose de l'ordre de la féminité, et particulièrement dans cette teinte, qui représente souvent quelque chose de l'ordre de l'exubérance, qui s'oppose au corps donc musclé, bodybuildé de Vincent. Et ces oppositions qui valent pour les deux personnages, parce qu'on n'a même pas parlé du côté androgyne d'Alexia, qui se fait passer pendant la majeure partie du film pour un homme. Ces oppositions donc, elles vont paradoxalement créer une union des sexes, par la force des choses, à travers une famille improvisée. Et finalement, on finit par dépasser les sexes, dépasser les oppositions, avec un amour qui est unique pour le coup, et indéfinissable. Et ce que je trouve très intéressant dans le cinéma de Julia Ducournau, c'est que les oppositions finissent toujours par s'assembler, mieux encore que ce qu'on pourrait rapprocher initialement. Un exemple de ça, c'est la mère dans Grave, qu'on ne voit jamais réellement à l'image avec un plan serré. Pourtant, elle est présente dans beaucoup de scènes. Ce qui s'oppose au père, dont on voit plus souvent le visage, qui a de vraies discussions avec sa fille, mais dont on sent qu'elle est moins proche de lui. C'est aussi le cas dans Titane. On voit la mère dans une seule scène, dans laquelle elle est filmée en plan large, contrairement au père, dont on voit beaucoup plus souvent le visage pour le coup. Alors mon avis est plutôt positif. Je m'attendais en rentrant dans la salle à de l'horreur uniquement avec des effets, de la violence, de l'insoutenable. Mais on a un travail sur la longueur qui est bien plus intéressant, je trouve. Un suspense bien développé. Donc le suspense, très réussi. Et il y a une autre réussite qui est notable, c'est l'empathie qu'on parvient à avoir pour les personnages. Je crois que c'est ce qui m'a le plus plu d'ailleurs. On a du mal initialement à éprouver de l'empathie pour le personnage principal, Alexia. Mais finalement, le pari est vraiment réussi. Et on parvient à en éprouver à la fin, ce qui est vraiment incroyable, je trouve. Un tour de force un peu à la Orange Mécanique,
avec une construction en deux parties, bourreau-victime. Et je me suis demandé justement comment est-ce qu'on nous faisait éprouver cette empathie. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que c'est en grande partie grâce au personnage de Vincent, à travers lequel on s'identifie peut-être davantage, par son deuil, sa tristesse, la perte de son enfant, et surtout le fait qu'il veuille à tout prix retrouver sa présence. C'est quelque chose qui ne peut que nous toucher. Ça, c'est ce qui concerne les choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. J'ai presque envie de dire heureusement d'ailleurs. Un défaut qui concerne peut-être que moi, c'est un défaut que je mettrai en parallèle de beaucoup d'autres films français d'ailleurs, c'est-à-dire parfois l'impression que la narration, à travers la caméra, la mise en scène, est davantage un exercice de style qu'un réel outil de compréhension, ou d'incompréhension d'ailleurs. Je pense par exemple au plan séquence au début du film, dans le salon automobile. Je crois que c'est le moment le plus criant de cet aspect de la mise en scène. Je trouve dans le cinéma français, particulièrement dans le cinéma contemporain, qu'il y a des plans qui sont quasiment gratuits, donc je comprends pas bien l'intérêt pour le film. Et là c'est le cas pour ce plan séquence. Et pour avoir écouté une interview de Julia Ducournau, ce plan était davantage une considération de tournage, pour avoir une équipe soudée, que réellement utile pour l'expérience du spectateur. Je trouve ça dommage. Au-delà de la mise en scène, j'ai trouvé parfois les acteurs pas assez dans le ton, particulièrement les acteurs secondaires, ou qui n'articulaient pas assez. Là, je pense à Vincent Lindon en particulier. Ça aussi, c'est très français, le fait de pas suffisamment articuler. En revanche, le travail sur le son est remarquable. Je l'ai trouvé très réussi pour le coup. À un moment, le son se coupe, comme pour représenter la perception interne du personnage qui est en train de mourir. On a un son étouffé qui nous place du point de vue du personnage qui meurt, pas par la prise de vue, le cadre, mais par le son. D'ailleurs, l'importance du son dans l'horreur est considérable. C'est déjà le cas dans son film précédent. Ça nous permet de prendre conscience du corps à travers le toucher, qui a un sens qu'on ne peut pas retrouver au cinéma. Et bien qu'on ne le retrouve pas, on le ressent davantage. Et ça, c'est en grande partie le son qui le reconstitue. Et de fait, le cinéma de Julia Ducournau permet de faire exister le corps. Je pense qu'on sort tous de la salle en ayant une considération différente de notre corps. Il y a d'ailleurs une discussion à ce sujet au début de Grave, à savoir, est-ce que les animaux ont conscience de leur corps? Un dialogue qui est une sorte de manifeste pour son cinéma. Ça me fait penser au début de Reservoir Dogs, qui est quasiment un manifeste pour le cinéma de Tarantino. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est une idée que j'aime bien. Donc voilà, un film qui est quand même une réussite dans son ensemble. J'ai même pas parlé de la musique, qui est très importante, composée par Jim Williams, pas un nom facile à porter pour un compositeur de musique de film. Le morceau Sarabande, par exemple, est assez remarquable, et il représente bien le schéma narratif du film. C'est une marche funèbre qui avance inexorablement donc vers une fin. Comme dans le film, nous avançons inexorablement vers l'accouchement d'Alexia. Et voilà, je débattrai pas du fait de savoir si le film méritait la Palme d'Or ou non. Et puis c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très vite.